Bienvenue dans ce 13e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence pour poser vos questions sous le post concerné. Pour ce mois de juin, je voulais revenir sur le thème de la motricité. On connaît toutes et tous les étapes clés de nous. Tout petit, le bébé qui rampe, le bébé qui fait du quatre pattes, le bébé qui se lève et le bébé qui marche. Et si on ne s'est pas vraiment intéressé au sujet, on s'arrête souvent à ces grandes lignes. Sauf que la motricité, ça implique plein d'autres choses. On peut par exemple parler du choix des chaussures, le fait d'asseoir ou non son enfant, les positions problématiques que peuvent prendre les enfants. Marion Leger est psychomotricienne, elle répond à tous ces thèmes dans cet épisode. On a aussi parlé ensemble de motricité chez les prématurés, pour les bébés qui souffrent de reflux. On a évoqué le cadre qu'il faut instaurer pour laisser son enfant évoluer dans la motricité libre sans avoir de crise cardiaque, pour nous les parents bien sûr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marion. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de te retrouver pour faire un hors-série, pour aller plus loin dans la question de la motricité, comme on avait fait les bases dans un épisode un peu plus général. Au moins là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors la première question, mon bébé de presque 11 mois se déplace uniquement en rampant et n'arrive pas à faire du quatre pattes. Comment l'aider? Est-ce un problème? Alors par rapport à ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et c'est vrai que je trouve ça intéressant de pouvoir un peu revenir dessus. En fait, non, c'est pas un problème vu l'âge de l'enfant. C'est pas un problème parce qu'en fait, l'enfant, il a déjà besoin de passer par ces étapes-là, d'expérimenter les appuis au niveau des coudes, au niveau des mains, au niveau du bassin, du genou, des pieds, bref, tous ces petits appuis-là. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va apprendre à se coordonner, se muscler, il va apprendre aussi à enrouler son bassin et le redresser en fait pour pouvoir prendre plus appui sur les genoux et donc aussi repousser le sol avec les mains et pouvoir après avancer d'une autre façon, d'une autre style de coordination en passant par le quatre pattes. Donc à cet âge-là, voilà, tant qu'il se déplace en fait et qu'il fasse du rampé, c'est pas gênant. Enfin, je rappelle un peu en termes d'âge de développement, hein, on en avait déjà parlé lors du premier épisode, mais on dit que la marche libérée, en gros, elle s'acquiert entre 9 et 18, voire 20 mois. Donc voilà, si c'est un bébé de 11 mois, il a encore largement le temps de pouvoir acquérir plein de choses et d'expérimenter plein de choses. Donc voilà, ce qui me semble important surtout, c'est que l'enfant, il expérimente bien ses appuis et surtout de bien lui proposer sur son espace d'exploration, espace de jeu, des endroits où il va pouvoir être un peu embuté et prendre appui avec ses pieds, parce que c'est aussi comme ça qu'il va apprendre à pousser, à aller plus vers l'avant et à prendre plus appui sur ses genoux et à relever en fait son bassin, parce que souvent on a envie d'aider un peu l'enfant en mettant les mains sous les pieds, en poussant un petit peu pour induire le rampé ou le quatre pattes, mais en fait je crois que c'est vraiment important de pouvoir plutôt proposer avec des chaises, les pieds de table, des boîtes un peu lourdes, des caisses de jeu et tout ça, sur lesquelles il va pouvoir prendre appui et de lui-même pousser et après se redresser. Et avoir aussi des petits obstacles à escalader, on va dire, entre guillemets, en passant par le rampé, donc où il va pouvoir justement prendre plus appui avec les mains, essayer de relever un peu son bassin pour essayer de passer par-dessus cet obstacle. Donc ça peut être le coussin d'allaitement, ça peut être un petit marchepied, une caisse de jeu, les jambes du parent, voilà, c'est quand on est assis, avec les jambes tendues devant nous, hop, de mettre un petit jeu et d'amener l'enfant à passer par-dessus, ça va l'amener à escalader et donc du coup l'enfant va prendre plus appui avec ses genoux et ça sera plus aidant pour lui. Donc voilà, c'est bien de lui mettre des petits obstacles pour que justement il se muscle, qu'il expérimente de nouveaux appuis et qu'il puisse après passer par, au stade d'après, quoi. Faut mettre des clés ou tous les objets du quotidien qu'ils adorent, oui, qu'ils veulent aller chercher de l'autre côté. C'est ça. Le téléphone aussi, ils ont bien compris. La télécommande, voilà. La télécommande, exactement. Pour leur donner un petit peu des carottes, là. Faut aller chercher des trucs derrière. C'est ça. Et de rester en interaction avec eux et de leur proposer des petites choses à aller attraper, à aller chercher
Et voilà, et au début, ça peut être moi, j'aime bien proposer aux parents, quand je vais à domicile, d'utiliser les panières à linge et de les retourner, en fait, pour qu'il y ait le dessous de la panière qui soit en haut et que ça fasse comme une espèce de grand marchepied. Et donc, on met des petits jeux en hauteur, des trucs qui intéressent beaucoup l'enfant, pour lui donner envie de se redresser et de petit à petit, poser les mains plus en hauteur, arriver à se hisser, pousser avec ses genoux et pour redresser un peu le bassin. Donc ça, c'est des idées qui sont faciles à faire et qui sont sympas, quoi. Alors, deuxième question. Bonjour, bébé ayant énormément de reflux, donc très peu en motricité libre, car le ventre la fait beaucoup régurgiter. Elle est de ce fait beaucoup sur le transat pour la soulager et éviter le reflux. Comment, de ce fait, encourager sa motricité ? Faut-il la laisser en motricité libre malgré énormément de grosses régurgitations ? Alors ça, effectivement, pour les bébés qui ont des reflux, c'est une question qui revient souvent parce qu'on se retrouve effectivement dans une situation où ces bébés-là, la position allongée, qu'elle soit sur le dos ou sur le ventre, peut être douloureuse en fait pour les enfants. Voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est des enfants qui vont préférer être verticalisés. Donc soit dans les bras des parents, soit être assis sur les genoux des parents ou dans une chaise haute ou relevé avec par exemple le dossier du transat qui est un peu relevé. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident avec ces bébés-là de pouvoir trouver en gros la bonne fenêtre où ils sont disponibles, où on les sent pas trop douloureux, où c'est assez à distance des tétés ou des biberons pour que du coup l'enfant il passe quand même du plaisir à être allongé et à pouvoir jouer. Donc, pour moi, c'est toujours cette histoire de balance en fait, c'est-à-dire entre ce que ça peut apporter à l'enfant d'être en motricité libre, parce qu'il va avoir besoin évidemment d'explorer des choses au sol, tout ça. Et d'un autre côté, si c'est pour lui faire vivre des expériences sensorielles et corporelles qui sont douloureuses, l'enfant il risque du coup de pas avoir envie après d'être allongé, d'accord ? Donc c'est vrai que moi souvent ce que je propose c'est d'y aller vraiment très progressivement, de proposer des temps allongés au départ vraiment sur soi, ne serait-ce que sur soi adulte ou au sol ou vraiment à côté, et dès qu'on a les premiers signes où bébé commence à un peu à râler, à pleurer, hop, on le reprend avec nous, on le verticalise. Et l'idée en fait c'est que en proposant ces temps-là, des fois sur des fenêtres très courtes, ça montre à l'enfant que regarde, en étant allongé, il peut quand même se passer des choses chouettes. Voilà. Et au fur et à mesure, on va augmenter ce temps-là, du coup, d'être plus allongé, un coup sur le ventre, un coup sur le dos. Mais l'idée, c'est de pas lâcher l'affaire, quoi, j'ai envie de dire. D'accord ? Quand les parents, ils ont des enfants avec des bébés à reflux, c'est de pouvoir progressivement leur proposer ça de plus en plus long. Et ça, c'est important, ces temps-là. Parce que le risque, en fait, sinon, c'est que ce soit des bébés qui soient tout le temps en train de demander d'être verticalisés, d'être assis ou d'être debout, alors qu'ils n'en ont pas encore les compétences motrices, d'accord ? Soit pour tenir la position, soit pour s'y mettre tout seul, ou pour s'en défaire tout seul. Et pourtant, c'est vraiment important que ces enfants-là... Donc, c'est vrai que pour ces enfants, typiquement, c'est vrai qu'on va avoir tendance à leur proposer plus de temps en transat, plus de temps en portage, peut-être être un peu plus redressé avec des coussins, parce que effectivement sinon c'est une position algique, c'est une position qui est douloureuse pour eux. Et donc voilà, l'idée c'est de toujours proposer un temps là qui soit le plus bénéfique et agréable possible, quoi, pour eux. Donc il y a des solutions, oui. Même si on est d'accord que c'est pas le plus évident. C'est pas toujours très facile, et en fait c'est d'arriver à trouver la juste mesure en fait, voilà, entre ce qui marche, le moment où on sent bébé disponible et les moments où on le sent pas, d'accord ? Donc on fait toujours un peu la balance, mais c'est pas évident, ça c'est clair, c'est pas évident, mais on y arrive. Pour avoir eu une petite fille, moi aussi, qui a eu un reflux, c'était pas évident, mais en proposant progressivement en fait ces temps-là, on y arrive. Troisième question. Comment concilier principe de motricité libre et ne pas faire de crise cardiaque chaque fois qu'il grimpe sur des trucs super hauts, brinque-ballant ou objets roulants ? Voilà, c'est une question avec beaucoup d'émojis de rire, parce que effectivement, quand on laisse faire les enfants, parfois
on doit se retenir de les empêcher de tout toucher ou de se faire mal. Oui, alors ça, effectivement, ça fait partie un peu, pour moi, on va dire des limites, mais qui appartiennent au bon sens commun quand même par rapport à la motricité libre. C'est-à-dire que voilà, la motricité libre, c'est un super principe, une super philosophie quand on l'applique avec ses enfants ou avec les enfants. Mais évidemment, un des principes, et d'ailleurs, voilà, dans l'approche de Amy Pickler, c'est ça, c'est que la motricité libre, c'est offrir un espace qui est sécurisé et à l'intérieur duquel l'enfant va se retrouver libre. D'accord ? Donc c'est le principe de liberté à l'intérieur d'un cadre. Voilà. Et donc effectivement, mais tout ce qui va être possible, voilà, potentiellement mis en danger de l'enfant ou quoi, ben évidemment que ça va être interdit d'accès pour l'enfant. D'accord ? On va expliquer. Donc, par contre, ce qui me semble intéressant, c'est d'observer l'enfant quand il expérimente ça. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Est-ce qu'en fait, il veut expérimenter la hauteur ? Est-ce qu'il veut expérimenter des tout petits appuis ? Est-ce que voilà, il a besoin de grimper ? Et à ce moment-là, si effectivement c'est le fait de grimper, ben on va lui dire, écoute, je vois bien que tu as besoin de grimper. Ici, c'est dangereux pour toi et je ne veux pas que tu prennes le risque de tomber. Par contre, si tu veux grimper, regarde, on va plutôt aménager ceci, ou on va aller dans le jardin, on va aller au parc, voilà, ou on bricole quelque chose à la maison, au sol avec des coussins, la petite table basse, enfin, voilà, en disant, voilà, ça c'est un temps de motricité, tu vas faire tout ce que tu veux, tu peux grimper, mais voilà, je sais pas, le petit marchepied à roulettes, ou, enfin, voilà, les autres trucs qui pourraient être potentiellement dangereux, c'est important de dire à l'enfant que ça, ce n'est pas possible, et de vraiment mettre en avant cet aspect sécuritaire. Après, voilà, évidemment, il y a des enfants qui vont être beaucoup plus cascadeurs que d'autres, et ça va être difficile de les freiner. Et voilà, et typiquement, si on les écoutait, ces enfants-là, voilà, il faudrait qu'ils puissent passer la journée au parc, à escalader les structures et tout, parce que ils ont besoin de toujours aller grimper, de mettre en jeu leur corps, faire des nouvelles expériences, tester un peu les muscles de leur corps, leurs nouveaux appuis, tout ça. Donc, c'est des enfants qui ont besoin de ça. Et c'est clair que pour ces enfants-là, c'est pas toujours évident quand on n'a pas forcément l'espace à la maison. Ou aussi la disponibilité de pouvoir faire ça, ben oui, ça peut être source de frustration pour l'enfant parce qu'on est souvent amené à dire non. Voilà. Mais je crois que voilà, tant qu'on garde en tête que ben, la motricité libre, c'est pas voilà, effectivement être en mode freestyle et zéro limite, quoi. C'est pas être hyper permissif, c'est juste offrir un espace de liberté à l'intérieur d'un cadre avec des limites. Et tant qu'on réfléchit toujours avec l'aspect sécuritaire et tout ça, ben oui, si on a l'impression que l'enfant il peut tomber ou quoi, ben, à ce moment-là, on aménage et on fait en sorte ben, d'éviter que l'enfant il prenne le risque de tomber, de se faire mal et tout ça. Après, ce qui est pas toujours évident, c'est encore une fois, c'est la juste balance entre je fais confiance à mon enfant, je sens qu'il gère et qu'il est jamais tombé, et d'un autre côté, moi, en tant que parent, j'ai la trouille qui tombe et jamais je ferai ça, quoi. Donc, voilà, si on a peur, effectivement, ben ouais, on va essayer d'aménager. Voilà, si on les autorise à grimper, ben voilà, c'est de pareil comme en escalade, quoi. C'est faire la l'assureur qu'on a à côté. On va être à côté d'eux ou on installe des tapis, comme ça, s'il y a une chute, ben l'espace il reste quand même sécurisé. Et voilà, c'est une balance qui est pas toujours facile à trouver, je reconnais. Oui, j'imagine bien que c'est pas toujours simple pour les parents qui ont des petits cascadeurs, cascadeuses à la maison. On n'est pas tous égaux, c'est sûr, face aux enfants sur ce thème-là. Alors, 4e question. Comment suivre l'évolution d'un bébé prématuré de 2 mois au niveau motricité ? Il a maintenant 3 mois, devons-nous avoir des attentes spécifiques ? Alors, c'est une question qui est très importante et très intéressante parce qu'effectivement, concernant le développement psychomoteur des enfants qui sont nés prématurés, il y a quelque chose de très très important à prendre en compte, c'est la notion d'âge corrigé. C'est-à-dire que, en fait, on va enlever à leur âge réel, à leur âge civil, les semaines ou les mois d'avance de prématurité auquel ils sont nés, et donc du coup de coller plutôt à l'âge qu'ils devraient avoir s'ils étaient nés à terme. Voilà. Donc voilà, pour ce petit bébé là qui a 3 mois d'âge réel, je crois, du coup, dans le témoignage, ben, si effectivement en âge corrigé on est plutôt sur du, je sais pas, 1 mois et demi ou 1 mois, mais on va pas avoir les mêmes attentes effectivement auprès d'un bébé qui a 1 mois qu'un bébé qui a 3 mois.
Et c'est vrai que dans l'intérêt du développement psychomoteur des enfants qui sont nés prématurés, on va prendre en compte l'âge corrigé jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Parce qu'on se rend compte en fait que jusqu'en gros les 2 ans, quelques mois, quelques semaines d'écart entre l'âge réel et l'âge corrigé, ça peut vraiment changer les choses. Enfin, voilà, c'est vrai que si du coup on se dit ah mais il a 4 mois, il tient pas sa tête, je commence à m'inquiéter, alors qu'en fait il est né avec 3 mois de prématurité, ce qui lui fait 1 mois d'âge corrigé, ben, évidemment que s'il a 1 mois d'âge corrigé, enfin c'est comme voilà, s'il était né à terme et qu'il avait 1 mois, ce serait normal qu'il tienne pas encore sa tête. Voilà. Et donc ça, c'est important de pouvoir voilà, l'avoir dans un coin de sa tête parce qu'effectivement, on va pas avoir les mêmes attentes par rapport à ces enfants-là. Et en gros, on va toujours faire en sorte d'aller dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que si dans son développement, finalement, ses compétences se rapprochent de son âge réel, j'ai envie de dire tant mieux, c'est tout bénef pour l'enfant. Par contre, effectivement, voilà, si on note des décalages, on va, en tout cas nous en tant que professionnels de santé, dans le développement psychomoteur de l'enfant, on va se référer à son âge corrigé, voilà, pour aller plutôt dans son intérêt et mettre en avant ce qu'il sait faire et qui est en lien avec l'âge qu'il devrait avoir s'il n'était pas né aussitôt, quoi. Est-ce que la prématurité, ça induit automatiquement un retard psychomoteur ou ça n'a rien à voir? Non. Alors, la prématurité, la naissance prématurée est considérée comme un facteur de risque, mais ce n'est pas automatique qu'à chaque naissance prématurée, il y a un impact au niveau du développement psychomoteur. Heureusement, il y a quand même plein d'enfants qui sont nés prématurés, qui vont très bien. Par contre, c'est vrai que voilà, on considère que ce sont des facteurs de vulnérabilité, et donc on va accompagner, en tout cas jeter un œil, on va dire, plus précis sur ces enfants-là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement de difficultés qui apparaissent ou de difficultés qui s'installent. Voilà. Et ça, en général, bah, les structures médico-sociales comme les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce, ils proposent des suivis de la naissance, enfin en tout cas de la sortie de la maternité jusqu'aux 6 ans, voire des fois 7 ans de l'enfant, pour justement avoir un œil sur leur développement et se dire que si à un moment donné on sent qu'il y a un enfant qui est en difficulté, je sais pas, au niveau de la motricité fine, au niveau des équilibres, dans l'entrée dans les apprentissages et tout ça, ben on va être très vigilant et on va pouvoir intervenir très précocement parce qu'on sait que la naissance prématurée peut être un facteur de risque, mais voilà, encore une fois, on peut pas faire de généralité. Mais en tout cas, c'est parce que ça peut être un facteur de risque plus important qu'un enfant né à terme qu'on va être plus vigilant. Et voilà, il y a des professionnels qui sont spécifiquement formés et sensibilisés à pouvoir repérer ça et accompagner ces enfants-là et ces familles-là. D'accord. C'est vrai parce qu'on parle très peu de la prématurité sous cet angle-là, ce prisme-là. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller sur ton compte Instagram parce que tu as fait un live très récemment sur ce thème. Oui. Et je pense que pour les parents qui ont besoin d'aller plus loin sur ce thème-là, le live répondra à plus de questions. Bonjour, question concernant les chaussures. Et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, toi et moi, dans l'épisode précédent. Non. Comment bien les choisir et à quel moment? Ça aussi, c'est la grande question. Alors, les chaussures, c'est vrai qu'on a encore beaucoup tendance à entendre des conseils qui disent faut des chaussures qui tiennent bien les chevilles, qui sont bien solides, qui vont bien tenir le pied de l'enfant, avec des semelles bien, voilà, bien ancrées au sol et tout ça. Bon. Sauf que le pied de l'enfant, il met du temps à vraiment bien se muscler, se former. Il faut savoir que voilà, quand l'enfant il est tout petit, avant qu'il se mette debout, ses pieds ne servaient pas d'appui. Donc on voit bien, les pieds des bébés sont tout ronds, tout potelés, tout ça. Donc il va falloir que le pied se structure, qu'il se muscle, que l'enfant, le corps et le cerveau de l'enfant enregistrent toutes les informations sensorielles qui sont apportées par tous les petits capteurs qu'il y a sous les pieds de l'enfant. Et pour ça, il a besoin, l'enfant, d'être au plus près des sensations de ce qu'il ressent au niveau du sol. Et pour ça, ça va être important justement que les semelles soient le plus souples possible pour suivre au maximum le mouvement naturel du pied de l'enfant et n'aille pas imposer une position, une posture, un appui qui ne serait pas naturel pour l'enfant qui les porte, quoi. Voilà. Et c'est vrai que voilà, on a tous très envie de
chausser nos enfants quand ils se mettent debout, parce que voilà, c'est quand même une sacrée étape la marche, quoi. Et voilà, il faut dire qu'ils font aussi de sacrées jolies chaussures. Donc voilà, c'est aussi la fierté de se dire, ouais, ça y est, je commence à pouvoir lui mettre des vêtements et des accessoires un peu plus grands. Mais c'est vrai qu'en fait, on peut leur mettre des petites chaussures assez légères au départ, plus pour protéger le pied du froid. Tu vois, quand ils sont pas, quand ils marchent pas encore et tout ça, quand ils s'en servent pas encore en fait les chaussures de manière fonctionnelle, on va faire en sorte, d'avoir plutôt des chaussures assez légères et qui leur plombent pas les chevilles et tout, parce que moi j'ai remarqué que quand même souvent il y a les chaussures qui peuvent être très lourdes, on s'en rend pas compte, et du coup l'enfant, c'est comme si nous on avait des après-ski au bout des pieds, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas très confortable, et du coup en termes de mobilité de la cheville et tout, c'est pas facile. Donc voilà, avoir des chaussures un peu plus, on va dire, déco pour faire joli, pour pas que l'enfant, évidemment, l'hiver, il ait froid aux pieds, ça oui. Mais après, c'est vrai que avoir des chaussures, finalement, c'est surtout quand l'enfant, il va commencer à marcher dehors et il va se servir de la marche comme quelque chose, comme un mode de déplacement fonctionnel, quoi. Voilà. Et moi, c'est vrai qu'avant, j'aime bien recommander, en général, des petits chaussons souples, avec... vraiment du tissu très souple et tout ça, qui suit vraiment parfaitement bien le mouvement du pied de l'enfant. Comme ça, il continue de se muscler. Il n'y a pas trop d'entrave, pas trop d'épaisseur entre son pied, le dessous du pied et le sol. Et du coup, ça donne un maximum d'informations au pied de l'enfant. Et c'est comme ça qu'il peut justement travailler son équilibre, qu'on appelle après les ajustements posturaux, c'est-à-dire comment il va ajuster sa posture par rapport au sol, par rapport à la densité, par rapport aux différentes hauteurs, tout ça. Voilà. Donc ça va être important. Et c'est vrai que, en termes de chaussures, souvent, l'exemple qu'on prend pour s'assurer que la semelle est suffisamment souple, c'est de mettre en fait la chaussure, de la placer dans sa main entre le pouce et le majeur, et de pouvoir en gros la fléchir dans la main, comme si on faisait la main comme une pince, quoi, et de pouvoir plier avec une seule main la semelle de la chaussure. Si on peut le faire avec une seule main, alors il y a dans le sens de la hauteur, mais il y a aussi dans le sens de la largeur, d'accord, parce que ça aussi, c'est bien que la semelle se fléchisse avec le mouvement du pied, mais ça va être important aussi qu'elle puisse être souple sur les bords de la chaussure. Et donc ça, c'est un petit peu le test. Donc j'aime bien, quand je vais dans les magasins de chaussures avec mes enfants, je regarde les parents, comment ils font, et je les vois de certains tester, je trouve ça génial, quoi. On les voit tester les semelles, le plier, est-ce que c'est souple et tout. Voilà, donc ça c'est un petit peu on va dire le test sur le terrain qu'on peut faire avec les chaussures. C'est un bon indicateur en tout cas, voilà. Et jusqu'à quel âge ce test ? À quel âge est-ce qu'ils peuvent porter des chaussures comme nous, tu vois, qui sont beaucoup plus rigides ? Quand on écoute quand même les recommandations des podologues ou des kinés, tout ça, en fait, faudrait le faire même... C'est nous qui avons les mauvaises chaussures. Oui, d'accord. C'est nous qui devrions même, plutôt réadapter nos chaussures, et parce qu'on a des semelles un peu trop rigides, quoi, voilà. Donc, mais bon, en tout cas, quand la marche, elle est tout juste acquise et que l'enfant, il n'est pas encore parfaitement stabilisé, tout ça, et que il a encore dans l'acquisition des grandes étapes motrices comme courir, sauter, etc. C'est vrai que plus la chaussure sera souple, et mieux ce sera. Quand après, effectivement, ils arrivent plutôt sur les, on va dire, je sais pas, à partir de 7-8 ans par là, bon. Déjà, on est moins sur le domaine de la petite enfance, et il y a normalement certaines acquisitions motrices qui sont faites. Du coup, on peut plus facilement. En tout cas, ils le géreront mieux s'ils ont des semelles un petit peu plus rigides, parce que justement, avant, ils ont eu cette souplesse-là. Mais c'est intéressant quand même d'observer, parce que les enfants qui ont eu l'habitude des chaussures comme ça, quand après, je le vois avec mes aînés, quand on va choisir les chaussures, elles-mêmes, elles se sentent vite à l'aise en fonction de la semelle. Elles testent en fait si la semelle se plie bien quand elles plient leurs pieds ou pas. Donc, voilà, après, c'est eux, ils développent leur propre repère aussi de confort. C'est intéressant. Donc, clairement, les chaussures de randonnée, c'est pas du tout fait pour les pieds d'enfants. Non, pas du tout. Ou pieds d'adultes. Ni les chaussures qu'on voit dans les magasins de sport de certaines grandes marques en version miniature. Voilà, c'est très joli, c'est très déco, mais c'est pas du tout pratique pour les enfants. Voilà. Donc, ce que je disais, on peut les mettre,
un peu en mode de déco quand on les porte avec nous, qui sont dans la poussette et tout ça. Voilà, juste pour sortir un peu, pour pas que l'enfant il ait froid aux pieds. Mais c'est vrai qu'après, voilà, on va plutôt privilégier des chaussures avec des semelles le plus souple possible. Et surtout, voilà, il y a aussi le fait on vérifie aussi que la cheville, elle est maintenue, mais elle n'est pas trop serrée et contenue, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine voilà, mobilité, flexion de la cheville, mais il faut bien s'assurer en gros que tout ce qui va être le dessus du pied autour de la cheville, c'est quand même bien maintenu. Après, pour les premiers pas, ce qui va être important de vérifier aussi, c'est qu'il y ait suffisamment de renfort en fait sur l'avant et l'arrière du pied, parce qu'à cet âge-là, quand ils commencent à marcher, voilà, ils se prennent souvent un peu les pieds contre les pieds des tables ou des meubles, etc. Et voilà, ils sont encore un peu pâteaux quoi, dans leur coordination, la gestion de l'équilibre. Et du coup, pour éviter qu'ils se blessent le pied, c'est bien que voilà, on s'assure que du coup, il y a quand même un certain renfort sur les extrémités, ça c'est important. Tac. C'était complet sur les chaussures. Ouais. Alors, prochaine question. Bonjour, pour le contexte, bébé de 7 mois, elle roule dans tous les sens depuis un bon moment. Elle fait l'horloge soleil en tournant sur elle-même pour changer de direction. Elle commence à appuyer sur ses pieds, jambes en extension quand elle est sur le ventre, ce qui la soulève légèrement, mais elle n'avance pas. Ma question, j'ai entendu qu'il ne fallait pas asseoir un bébé avant qu'il n'y arrive tout seul. Et ce n'est pas encore le cas, mais je l'assieds de plus en plus souvent sur mes genoux ou parfois entre mes jambes pour jouer sur son tapis de motricité. Est-ce que c'est OK ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lui apprendre à s'asseoir ou est-ce que ça vient naturellement ? Question super intéressante parce qu'effectivement, des fois, on n'arrive pas à faire la différence entre est-ce que c'est bien que je le mette assis sur moi et est-ce que c'est pareil que si je le mets assis tout seul sur un tapis, est-ce que c'est pareil que si je le mets assis tout seul sur la chaise haute, voilà. Et c'est vrai que ces situations-là, ça vient impacter différemment le corps de l'enfant. Et quand on pose un enfant qui est assis sur nos jambes ou qui est assis entre nos jambes avec nous sur le tapis, en fait, notre corps va faire office un peu de dossier ou de support. Et sans qu'on s'en rende compte, notre corps, notre tonus aussi musculaire va s'ajuster en fonction de si on sent que bébé il est plutôt tonique, il tient bien le dos, ou si au contraire il va au bout d'un moment fatigué, un peu se tasser, voire se pencher sur le côté, voilà. Et ça, il y a une espèce de dialogue tonique comme ça qui se met en place entre le parent et l'enfant. Et donc, on va pouvoir s'ajuster et on va pouvoir plus facilement ressentir aussi quand l'enfant y fatigue. Quand on sent qu'il commence un peu à s'effondrer ou à pencher sur le côté, bon, mais là, instinctivement, on sent que c'est le moment de remettre l'enfant éventuellement sur le ventre ou sur le dos, voilà. Ce qui est totalement différent quand on a l'enfant qui est placé assis sur le tapis ou avec éventuellement des coussins autour, parce que là, l'enfant ne va pas avoir comme dossier ou comme support, comme appui, quelqu'un qui va s'ajuster. Ce sont juste des objets, voilà. Et il peut potentiellement beaucoup plus vite se fatiguer. Voilà. Il n'y aura pas ce réajustement précis que nous, avec notre corps, on va faire, d'accord, dans notre façon de s'accorder à lui, ou de se redresser, ou de s'enrouler, de proposer un appui avec nos bras. Enfin, voilà, on le fait très instinctivement, hein, sans réfléchir. Et ce qui ne sera pas le cas avec un enfant, effectivement, qui est placé assis comme ça. Donc, je pense que voilà, c'est toujours intéressant, évidemment, de proposer des expériences motrices variées à l'enfant. Enfin, le tout, c'est de rester en interaction avec l'enfant et de continuer à s'ajuster à lui, d'accord ? Après, c'est sûr que, disons que le risque, ça pourrait être, on va dire, que l'enfant, il ne joue que dans cette position-là avec l'adulte, et donc qu'il soit complètement dépendant de l'adulte pour jouer et pour s'asseoir. Mais si, encore une fois, on fait un juste équilibre entre je lui offre des moments où il est assis sur moi, je lui offre des moments où il est installé, allongé sur son tapis, d'autres moments il est un peu dans sa chaise, d'autres moments il est un peu dans le transat, d'autres moments il est dans les bras, ben ma foi, il a des situations motrices qui sont variées. Et du coup, l'enfant, il va pouvoir s'ajuster et développer ses compétences motrices là aussi. C'est justement aussi parce qu'à un moment donné, il verra l'intérêt d'être assis sur les genoux de papa, maman ou la tati, le papy, etc. Que du coup, il va se dire « mais en fait, c'est pas mal aussi cette position ». Et c'est parce qu'il aura aussi expérimenté le fait d'être au sol que il va se dire « Attends, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Par quel chemin je dois passer ?
pour passer de cette position-là à la position qui était trop cool tout à l'heure, assis sur les genoux, voilà, de papa ou maman. Donc, voilà, et l'enfant, dans une grande majorité des cas, il va trouver le chemin tout seul parce qu'il va trouver les appuis, parce que c'est inscrit aussi, on va dire, un peu dans son programme moteur de base, quoi. Mais effectivement, il y a des enfants qui ne vont pas arriver à trouver tout seul ce chemin-là. Et oui, pour ces enfants-là, il faudra donner un petit coup de pouce. Et pour moi, c'est complètement compatible avec la motricité libre parce qu'en fait, la motricité libre, encore une fois, ce n'est pas de laisser l'enfant tout seul sur le tapis et débrouille-toi, Coco, d'accord? C'est être en interaction permanente avec son enfant, de pouvoir s'ajuster. Et oui, parfois, il y a des enfants qui vont avoir besoin qu'on leur donne un petit coup de pouce. Donc, soit nous, en tant que parents, on trouve un peu le chemin pour l'aider, tout ça. Et si on se sent en difficulté, ben, c'est là qu'on peut demander les conseils ou l'accompagnement d'une psychomotricienne ou d'une kiné pédiatrique pour pouvoir montrer un peu les petites astuces, on va dire, en termes de schéma moteur, d'accord, pour passer justement, par exemple, de la position allongée à la position assise, d'accord. Mais clairement, bien souvent, moi, j'ai quand même remarqué que les enfants arrivent à se mettre assis seuls après être passés par le rampé et le quatre pattes. Voilà, parce que c'est notamment parce qu'ils vont se redresser, ils vont passer du plat ventre à se redresser, puis se mettre à quatre pattes, puis repousser le sol et hop, reposer leur bassin au sol, que du coup, ils vont découvrir cette position assise-là. D'accord ? Mais après, effectivement, d'un point de vue du développement du tonus, les enfants arrivent à tenir assis avant, à maintenir en tout cas leur dos assis avant de pouvoir s'y mettre tout seul. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en capacité de tenir longtemps la position, de s'y mettre tout seul. Voilà. Alors, prochaine question également qui concerne la posture assise. C'est marrant, ça perturbe cette posture. Alors, nous essayons au maximum de respecter les principes de motricité libre, mais notre fille souhaite toujours s'asseoir alors qu'elle n'a que 3 mois et demi et qu'elle n'y arrive pas seule en partant de la position sur le dos. Elle fait des crunchs et queen pour qu'on la mette dans cette posture. Est-ce vraiment mauvais pour son développement si on accède à sa requête ? Je vois très bien le mouvement là, des bébés qui... Bon, les abdos là, tu sais. Ouais. T'es là, ouh, le périnée, non. Alors c'est vrai que ces bébés-là, en général, voilà, on voit c'est souvent des bébés qui sont très curieux, qui ont envie de faire un peu vite quoi les différentes étapes, et ce sont des bébés voilà qui sont assez toniques. Alors c'est vrai que pour une pitchounette de 3 mois et demi, être assise, ça me semble quand même tout petit tout quoi. Donc l'idée, à mon avis, là, ce serait de pouvoir lui proposer, plutôt lui offrir des moments où justement elle va être un peu assise sur nous, hein, ce que je disais tout à l'heure, où voilà, là on va vraiment sentir quand elle a besoin aussi de se reposer et de pouvoir relâcher un peu les muscles du dos, ben, elle sait qu'elle peut s'appuyer contre nous, donc ça c'est bon. Par contre, effectivement, ça va être vraiment primordial pour elle qu'elle découvre avant les autres positions et qu'elle muscle progressivement sa nuque, le haut des épaules, le milieu du dos, le bassin, voilà, qu'elle puisse déjà accéder aux différentes étapes précédentes, c'est-à-dire le retournement, l'enroulement du bassin, la rotation du bassin de gauche à droite, voilà, remonter les genoux, voire attraper ses pieds, enfin voilà, toutes ces étapes-là qui vont être importantes parce que en fait, si effectivement on met les enfants assis très tôt, alors qu'ils n'y sont pas encore prêts, c'est comme si du coup, voilà, on loupait on loupait quelques étapes motrices. Et donc, en fait, c'est comme si dans leur séquence de schéma moteur, à un moment donné, il y a comme un trou, quoi, d'accord ? Il leur manque quelque chose. Donc, ces enfants-là, moi, je vois souvent, quand ils ont été mis comme ça, le souci, c'est qu'après, quand c'est des enfants, par exemple, qui tombent, alors soit depuis le fait d'être assis, soit même en étant debout, et bien en fait, comme ils n'ont pas expérimenté les retournements et tout ça, qu'ils ont été mis assis très tôt et qu'ils n'ont pas vécu les étapes d'avant, et ben ils sont un peu en galère en fait pour se relever parce que ils savent pas trop quoi faire de ce corps qui est allongé, comment on se retourne et comment on prend appui, tout ça, voilà. Donc après, ça peut se retravailler évidemment, mais autant voilà offrir à l'enfant ces étapes-là avant qu'il les découvre par lui-même avant et voilà. Donc c'est après le portage peut être une bonne alternative pour ces bébés-là parce que du coup, ça répond à ce besoin maintenant de verticalité, de voir un peu plus loin, un peu plus en hauteur, de satisfaire leur curiosité.
Et en même temps, du coup, ils peuvent travailler la rotation de la tête, ça stimule le tonus du dos, ça vient stimuler le développement à la fois de la main droite, de la main gauche, parce qu'ils vont commencer à regarder à droite, à gauche, à vouloir attraper. Enfin, voilà, donc ça peut aussi on va dire, se travailler, entre guillemets, de cette façon-là. Ok, mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, chaque bébé a des envies particulières à des âges. Il faut trouver la réponse adéquate en fonction de son âge. Alors, prochaine question. On a tendance à évoquer la motricité jusqu'à la marche, mais y a-t-il des points de vigilance pour la suite ? Oui, ça aussi, c'est vrai que bien souvent, on a tendance un peu à réduire le développement psychomoteur de l'enfant à il tient sa tête, il se retourne, il fait du quatre pattes, il marche. Point. Genre après, il n'y a rien. Donc après, oui, il y a toutes les étapes où l'enfant, il va commencer. Après, il va se mettre à courir, il va se mettre à sauter à pieds joints, il va sauter depuis une hauteur, il va sauter à cloche-pied, voilà. Et les points de vigilance à avoir, ça va être de s'assurer justement que l'enfant, il est de plus en plus compétent dans la façon de tenir en équilibre et qu'il arrive à être de plus en plus coordonné, à la fois avec ses deux côtés du corps, c'est-à-dire avec la droite et la gauche, et en même temps avec le haut et le bas du corps. Voilà, typiquement pour le saut, d'accord, ou en tout cas aux mains de sauter sur place à saut pieds joints. Ça va être important de s'assurer qu'il y ait une bonne coordination des bras avec les jambes, que l'impulsion elle se met bien en place et tout. Et on va s'assurer aussi qu'il n'y ait pas d'asymétrie en fait dans le développement de leur motricité, c'est-à-dire que par exemple on voit qu'il y a un enfant qui ne développe que les compétences du côté gauche et on le sent très très maladroit du côté droit, voilà, vraiment peu à l'aise du côté droit. Donc là c'est pareil, la notion de coordination, de qualité de coordination et de symétrie dans les coordinations, ça va être important aussi. Voilà. Et après, évidemment, alors je parle des coordinations globales, de la motricité globale, mais après, il y a tout le reste sur la motricité fine. Donc après, s'assurer que l'enfant, il développe bien cette fameuse pince fine pouce index, que voilà, il va commencer à décoller les gommettes et tout ça, qu'il va commencer après petit à petit à tenir aussi un feutre de façon grossière, puis après de façon de plus en plus précise. Qu'il utilise bien, encore une fois, cette notion de symétrie, de coordination, c'est qu'il va bien utiliser à la fois son côté droit et son côté gauche pour, par exemple, commencer à boutonner ou à mettre le zip de son sweat ou de sa veste, voilà, il utilise bien les deux mains pour utiliser un coup la cuillère ou pousser la nourriture sur la fourchette, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que voilà, cette notion à la fois de symétrie, même si on a évidemment tous un côté préférentiel par rapport à l'autre, mais voilà, s'assurer que l'enfant, il est quand même, on le sent pas en fait pâteau, tu vois, on le sent pas maladroit, tout ça. Et ça va être important de s'assurer qu'on sent l'enfant assez à l'aise dans son corps et qu'il arrive à plutôt bien se coordonner, qu'il est pas trop maladroit, qu'il fait pas tomber à chaque fois ses couverts à table, que on a l'impression que sauter, ça lui demande un effort incroyable, alors que par exemple voilà, s'il a 6 ans, bon voilà, le saut doit être acquis à 6 ans, voilà, donc je pense à des enfants qui par exemple voilà, pour qui le vélo c'est très compliqué, voilà, des enfants qui à 9-10 ans commencent à peine à comprendre toute la coordination, le mécanisme moteur pour pédaler, voilà, ça il faut être attentif aussi, ça, ouais. Heureusement que ça ne s'arrête pas à la marche, la motricité. Même nous, adultes, on a encore plein de choses à apprendre. Sinon, on serait tous champions olympiques d'escalade. Et c'est pas le cas. Alors, 8e question. Bonjour, mon bébé... 9e question, pardon. Bonjour, mon bébé de 9 mois ne se déplace pas. Elle reste sur le ventre et fait toujours la position de Superman. Elle ne s'assoit pas seule. J'ai l'impression qu'elle reste bloquée à ce stade. Comment l'aider à avancer ? Alors, déjà, pour les enfants, effectivement, qui font cette fameuse position là, de Superman ou du planeur ou de l'avion, voilà, ça va être important de pouvoir retravailler avec eux plutôt le schéma d'enroulement. Parce que c'est des enfants qui vont être plutôt du coup en extension, qui vont être en appui sur le ventre et avec les bras et les jambes relevées. Alors, même si évidemment ça fait partie des stades habituels chez l'enfant, c'est une phase qu'on remarque très souvent chez l'enfant, mais ça va être important justement d'observer si cette phase-là est rapide ou si elle persiste. Parce que normalement, assez rapidement, l'enfant, il doit pouvoir se rendre compte que
Ah ben, rester en appui que sur le ventre, ça fait quand même vachement bosser les abdos. C'est fatigant pour la tête, c'est fatigant pour tous les autres membres du corps. Ah ben peut-être que si je pose les mains sur le sol, les jambes aussi, ah ben tiens, j'ai découvre de nouveaux appuis, tout ça. Voilà. Et ça, les enfants, ils peuvent le faire si effectivement ils ont aussi intégré ce fameux schéma d'enroulement. D'accord? Et mais ça se voit et ça se travaille avec l'enfant quand il est sur le dos, notamment. On vérifie s'il arrive bien à enrouler les genoux, à toucher avec ses mains ses genoux, voire à attraper ses pieds, à retirer ses chaussettes quand c'est au moment du change, tu vois, ce genre de petits jeux-là, de petits moments-là. Et voilà, de s'assurer qu'il est bien dans un schéma d'enroulement, même quand, par exemple, on le prend dans les bras. Parce que moi, j'ai remarqué aussi que ces enfants-là, même quand ils sont dans les bras, ils peuvent avoir tendance à avoir voilà, ce réflexe-là de se mettre un peu en extension. Donc après, voilà, j'en parle hors situation particulière comme les bébés avec des reflux ou avec des difficultés au niveau du tonus. Hein. Mais voilà, et ces enfants-là, ça va être important de pouvoir retravailler cet enroulement. Alors, pour les personnes voilà, qui travaillent sur l'intégration des réflexes archaïques, c'est vrai que je sais que c'est un réflexe qui retravaille, du coup, ce schéma-là d'enroulement et le fait d'être moins en extension. Donc ça, voilà, je pense que ça peut être une approche intéressante. Je sais que j'ai des collègues psychomotriciennes qui ont pu faire des formations comme ça et qui l'intègrent dans leur pratique. Et c'est assez, voilà, ça peut être assez intéressant. Moi, j'y suis pas spécifiquement formée, mais voilà, j'ai une approche assez intégrative et on va dire voilà, multimodale. Et c'est vrai que quand je vois des enfants comme ça, ben, je vais essayer de travailler sur la prise de conscience corporelle au niveau des appuis, au niveau des coudes, au niveau des mains, au niveau des genoux, au niveau des pieds, et leur montrer, leur faire ressentir, en fait, tout simplement, des fois en posant les mains sur les coudes ou sur les mains, ils se rendent compte que, ah ben oui, il y a mes appuis qui sont là, ah ben oui, ah ben tiens, si je décale un peu plus mon corps à droite, je peux avoir la main gauche de libre et donc je peux aller attraper le jeu qui est placé là-bas. Voilà. Donc ça, voilà, on va travailler à la fois l'enroulement, mais aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un transfert d'appui, c'est-à-dire que l'enfant il peut basculer d'un côté à droite et à gauche et de travailler, ben, pour le coup, l'asymétrie, le côté asymétrique, et pas la symétrie. Il y a les deux à travailler. À la fois, c'est important de travailler cette symétrie au niveau du corps et des coordinations, et en même temps, ça va être aussi important de travailler l'aspect asymétrique pour que justement on puisse, ben, notamment tout ce qui va être dans la marche, quoi. Quand on marche, on est en appui asymétrique, on a un coup à droite, un coup à gauche, on a le bassin et les épaules qui s'orientent différemment en fonction de comment elle marche. Et ça, voilà, c'est vrai que de pouvoir s'assurer aussi que l'enfant, il n'a pas d'éventuel blocage au niveau des cervicales, au niveau du bassin, voilà, parce que parfois on peut avoir des petits blocages qui font que ça fait comme un petit pincement en fait au niveau nerveux, et donc quand les enfants sont sur le ventre, ça leur crée une sorte de tension, et donc effectivement par réflexe en fait ils se mettent comme ça en mode planeur ou Superman, quoi. Et j'imagine aussi que pour n'importe quelle inquiétude qu'on a, on consulte. Ça aussi, Voilà. ça aide. Effectivement, c'est important de le préciser parce que si on a l'impression que l'enfant, il reste, je crois que c'est ce que disait le témoignage de la personne, hein, qu'elle disait qu'elle a l'impression qu'elle reste un peu bloquée, je crois, dans cette phase-là. C'est ça. Ben, pour le coup, effectivement, oui, hein, quand on a l'impression que l'enfant, il reste un peu bloqué, ben, dans ce cas-là, on va demander un avis. Des fois, juste en quelques séances, enfin, voilà, on peut trouver un peu ce qui gêne, et des fois, il faut faire un peu plus. Donc, le mieux, c'est voilà, si on sent que son enfant il est un peu en difficulté et qu'il reste un peu bloqué dans une des étapes comme ça, mais effectivement, le mieux, c'est d'aller demander un avis à un professionnel, quoi. Alors, dernière question. Comment réagir face à un bébé de 11 mois qui s'assit souvent en position W? La fameuse position W. Alors ouais, ça pose aussi beaucoup de questions parce que on le voit quand même assez fréquemment chez les enfants. Et comme du coup on le voit souvent, on se dit bon, c'est une position normale, oui les enfants l'apprennent, cette position-là, c'est pas très grave, il va changer en grandissant. Le souci, c'est qu'on voit quand même que d'un point de vue orthopédique, ça a des impacts en fait chez l'enfant, puisque quand les enfants ils sont assis de cette façon-là, de façon régulière voire permanente, je le précise aussi parce que souvent je vois des enfants quand je travaille dans les crèches ou quoi, ou dans les lieux d'accueil par enfants, il y a des enfants qui parfois prennent cette posture-là, mais c'est assez furtif, ils la prennent juste quelques secondes et puis après hop, ils changent de position, ils font du quatre pattes et tout. Ce qui est gênant, c'est quand l'enfant ne s'assied que comme ça, ou en tout cas de façon très très préférentielle.
Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand l'enfant se met assis, donc en W, c'est quand on a le bassin qui est posé au sol et qu'on a en fait les genoux qui reposent au sol et on a les tibias voilà, qui se sont tournés vers l'extérieur. Et donc quand on regarde l'enfant du dessus, on a l'impression que ses jambes font un W. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle cette position comme ça. Et quand l'enfant il est assis comme ça vient exercer en fait une force au niveau des genoux de l'enfant qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui appuient au niveau des genoux de l'enfant, mais aussi au niveau des chevilles. Ce qui fait que l'enfant, dans cette position-là, souvent, il a les pieds en fait qui sont tournés vers l'extérieur. Et cette posture-là, si elle est utilisée de manière quasi systématique, effectivement, ça peut créer en fait des déformations orthopédiques avec des enfants qui du coup ont tendance à avoir les genoux rentrés vers l'intérieur et les pieds qui sont un peu tournés vers l'extérieur. Voilà. Et c'est quand même embêtant parce qu'aussi cette position-là, bon déjà l'autre chose aussi sur cette position-là, c'est que on va avoir les jambes, notamment donc les cuisses, qui sont rentrées vers l'intérieur. Résultat, quand en fait on va se mettre à marcher, quand on marche, les os, les muscles, les cuisses sont plutôt tournés vers l'extérieur. Donc ce qui fait que là aussi, en termes d'appui, en termes de posture, ça va modifier des choses. Et aussi par rapport au dos, en fait, parce que quand les enfants ils sont dans cette position-là, bien souvent c'est parce que, les enfants ils prennent aussi des positions parce que ça les soulage ou que c'est moins douloureux pour eux ou moins fatigant, d'accord. Il y a une raison souvent un peu, on va dire, écologique et économie d'énergie, d'accord, voilà. Et quand ils prennent cette position-là, le truc c'est que ça ne fait pas travailler les muscles du dos. Ils ont plutôt tendance à être dans l'affaissement du coup de la colonne vertébrale et en plus quand ils sont assis comme ça, ils ont beaucoup moins de mobilité, beaucoup moins de possibilités de bouger que s'ils sont par exemple assis en tailleur ou avec ne serait-ce qu'une jambe sur le côté et l'autre regroupée devant soi ou en tailleur. Ça a des enfants qui restent du coup assez bloqués et qui explorent beaucoup moins loin quand ils sont assis. Voilà, ils vont moins oser se sortir de la position parce que quand ils se mettent comme ça, en fait, ils ont vraiment la sensation d'être vraiment bien ancrés au sol et d'avoir une surface d'appui qui est assez large. Mais ça les bloque quand même pas mal dans l'exploration autour d'eux. Donc c'est vrai qu'on va plutôt proposer des alternatives. Alors soit on va leur proposer de se mettre assis en tailleur, ou alors de mettre, de garder une jambe un peu tournée vers l'extérieur, mais une autre de la regrouper devant son bassin. Du coup, ça exerce moins de pression sur les genoux de l'enfant. Ou alors on va lui proposer de s'asseoir ce qu'on appelle assis talon-fesse, c'est-à-dire on a, en gros, au lieu d'avoir la position un peu écrasée là en W, on va regrouper en fait. Non mais c'est vrai quand on les voit, il y a un peu le bassin qui est un peu écrasé comme ça, et on va relever le bassin et en fait regrouper, ramener les jambes de l'enfant sous ses fesses, et donc on va avoir en fait les fesses qui reposent sur les talons. Voilà. On peut aussi proposer, moi ce que j'aime bien travailler avec les enfants quand ils ont cette posture-là, à la fois pour travailler un autre ancrage au niveau des appuis, mais aussi pour renforcer un petit peu le tonus au niveau du dos, c'est de travailler la position accroupie. Voilà, parce que qu'on appelle le squat asiatique, c'est des enfants qui se mettent vraiment en mode assis accroupi, et c'est vrai que c'est une position qui est assez stable et qui te fait travailler aussi pas mal à la fois les cuisses, mais aussi les muscles du dos, et ça permet de travailler un bon ancrage des pieds au niveau du sol. Voilà. Et si vraiment les enfants... On appelle ça le malasana en yoga. Comment ? Cette posture, malasana en yoga, ouais. Okay, c'est une super posture pour les femmes enceintes. Eh ben, tu vois, tout se regroupe. et en fait, pour les enfants qui vont vraiment avoir beaucoup de mal à tenir sur ces positions alternatives-là, on peut éventuellement proposer encore une autre solution alternative en mettant en fait un coussin, type traversin, ou un appui en fait sur lequel l'enfant va s'asseoir dessus à califourchon avec une jambe de chaque côté, mais par contre en faisant en sorte que le coussin soit assez haut et que les jambes après dessous soient regroupées, collées au coussin en fait, pour éviter justement que les jambes se partent complètement sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est important de pouvoir le corriger très tôt, et je préviens effectivement tout de suite les parents, il va falloir souvent répéter. Parce que c'est pas en corrigeant une ou deux fois que l'enfant il va intégrer ça. C'est voilà, alors sauf si évidemment on s'en aperçoit très très tôt et qu'on le corrige très vite, mais bien souvent voilà, il va falloir le répéter longtemps parce que
ben oui, ils vont évidemment préférer une posture qui est moins fatigante pour eux, mais du coup, c'est pas aidant en fait. Voilà. Et donc, ben, on va leur demander d'avoir d'autres postures. Alors oui, ça va leur faire travailler un peu plus les muscles du dos. Oui, ils auront l'impression d'être moins stables, mais ça va être important pour eux pour la suite parce qu'après, on se rend compte qu'à l'âge adulte, au niveau orthopédique, c'est ça, ça peut créer en fait des soucis au niveau du dos, au niveau du bassin, au niveau du genou, au niveau des pieds, de l'orientation des pieds. On se retrouve des fois à devoir porter des semelles orthopédiques avec les podologues qui font des semelles pour ajuster l'orientation de la posture, la position des pieds. Donc c'est quand même dommage que voilà, on doive faire après ces corrections, ces rajustements-là à l'âge adulte, si du coup on peut le travailler avant, en amont avec l'enfant. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'était très complet. Ouais. J'espère que ça a répondu à plein de questions et interrogations des parents. Ouais. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram ou sur ton site. Mais bon, sur le compte Instagram, il y a plein de ressources, Marion Leger, pour aller avoir plus d'informations encore si jamais on n'a pas tout abordé. On n'aura jamais tout abordé, mais au cas où. Non, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de lire tous les commentaires et les questions. On voit que... moi je trouve ça vraiment très très important et très chouette que les parents se posent ces questions-là parce qu'avant effectivement c'était peut-être on avait plus des questions autour du langage ou de la marche pure, mais là on voit bien que les parents s'intéressent vraiment très précocement à la motricité de leur tout petit et tout ça, et ils sont plus sensibles, plus réceptifs, et se posent des questions de plus en plus tôt, et c'est très bien. Et d'un autre côté, je me dis c'est dommage qu'effectivement il n'y ait pas assez de professionnels, ressources pour pouvoir y répondre. Mais n'hésitez pas quand même à vous tourner vers des psychomotriciens, des kinés pédiatriques. Si vous sentez qu'il y a effectivement des petits blocages, les chiropracteurs, les ostéopathes peuvent très bien aussi vous accompagner. Et s'il y a vraiment besoin de travailler des choses un peu plus spécifiques aussi dans les installations, tout ça, les ergothérapeutes peuvent aussi aider sur des petites pistes, des petites astuces. Je pense notamment par rapport au couvert, ce genre de choses. Quand c'est des enfants qui sont éventuellement en difficulté de coordination entre l'œil et la main pour ramener vers la bouche, ça peut être super intéressant aussi d'avoir un regard de ces professionnels-là. Donc il y a quand même plein de professionnels de santé qui sont très placés sur la périnatalité et la petite enfance. On ne le sait pas toujours. Donc, merci Clémentine de pouvoir aussi mettre en avant ces professions-là. Non, mais c'est vrai. Et on entend. Alors, les kinés et les orthophonistes, ils sont un peu plus connus. Mais il y a quand même plein de professionnels qui existent et qui peuvent accompagner les parents et les enfants et répondre aux questionnements des parents. Parce que parfois, en fait, les parents, ils sentent bien les choses, ils ont plein d'intuition. Et on a juste besoin d'être confortés dans nos choix de parents. Donc... C'est clair. Merci beaucoup Marion. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut. Au revoir. Ciao. C'était le hors-série numéro 13 de la matrescence. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain.